Bienvenue donc à notre émission. Voilà, Jacques Roger qui démarre sur Afrique 2050 Radio. Alors, sur Afrique 2050 Radio, Jacques Roger est votre hôte aujourd'hui. Nous avons donc une émission spéciale qui aborde des questions cruciales pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien, jadis un des piliers de la scène politique ivoirienne, se trouve à un tournant décisif. Crise interne, divorce avec le RHDP, rapprochement avec le PPACI, congrès du parti, et bien sûr, les élections présidentielles de 2025 qui profilent, j'allais dire, à l'horizon. Le Front populaire ivoirien est-il toujours incontournable? Qu'est-ce qui se passe réellement? Ou est-il réellement en perte de vitesse? Que vaut réellement le Front populaire ivoirien aujourd'hui? Pour en parler en profondeur, nous avons donc l'honneur de recevoir M. Lianian Ferdinand, vice-président du Front populaire ivoirien pour la région Abidjan-Lagune et porte-parole adjoint donc du parti. Il sera avec nous pour analyser la situation actuelle du Front populaire ivoirien, les récentes décisions stratégiques du parti, les préparatifs pour les échéances électorales à venir. Nous allons également revenir sur l'impact de l'accord de Bonnois et explorer donc les perspectives, j'allais dire, d'alliance avec d'autres formations politiques, notamment le PPACI, dans un contexte où les dynamiques politiques en Côte d'Ivoire sont plus que jamais en mouvement. Alors, chers amis, comme je le disais tout à l'heure, installez-vous confortablement dans vos fauteuils et préparez-vous pour une discussion éclairante et sans détour. Alors, bienvenue donc à notre émission. Monsieur Nia, comment allez-vous? Bonjour Roger, je vais très bien, je vais très bien. Et je profite de la belle température à Abidjan pour vous répondre. La belle température, on a pensé qu'il faisait un peu chaud à Abidjan, surtout au Front populaire ivoirien. On a pensé qu'il faisait un peu plus chaud au Front populaire. Alors, nous revenons, monsieur. Ah non, au Front populaire ivoirien, il fait beau temps. D'accord, d'accord. Alors, nous allons aller donc très rapidement, puisque nous n'avons pas suffisamment de temps, cher ami. Alors, faisons l'état actuel du Front populaire ivoirien. Comment expliquez-vous aujourd'hui la situation actuelle du FPI après donc les divergences internes? Oh, déjà merci à votre chaîne de pouvoir éclairer plus ou moins l'antenne de ceux qui sont hors du continent africain. Je sais que c'est depuis les États-Unis que vous êtes en train d'émettre. Et pour moi, sinon pour nous, au Front populaire ivoirien, ce qui se passe, c'est la conséquence directe du partenariat que nous avons eu à signer avec le Rassemblement des Joutistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le RHDP, donc qui est le parti au pouvoir, et une alliance, un partenariat, j'allais dire, qui avait pour socle la démocratie, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, et qui à l'intérieur de son texte, avait stipulé qu'il aurait été possible pour les deux formations politiques d'avoir des accompagnements électoraux à des endroits si cela était nécessaire. Ainsi donc, nous avons pu, avec certains candidats du RHDP, avoir quelques alliances politiques lors des élections régionales et municipales. Et à la fin, donc, il y a eu, la fin des élections, il y a eu des résultats qui ont été mitigés au niveau du Front populaire ivoirien, mais qui pour nous ne sont pas l'objet de ce partenariat qui avait été signé. Et donc, comme nous avons fait le constat de ce qui avait été signé n'a pas été suivi dans la lettre, nous avons donc jugé nécessaire de mettre un terme à ce partenariat qui avait débuté le 2 mai 2023 à l'Hôtel d'Ivoire et qui a pris fin à l'occasion de notre dernier comité central qui a jugé nécessaire que le Front populaire ivoirien s'arrête
et qu'il se projette véritablement dans les élections présidentielles de 2025. Mhm. Alors, nous aurons la possibilité de revenir tout à l'heure pour parler réellement ce qui n'a pas marché. Mais juste avant de revenir un peu sur tout ça, vous aviez dit tout à l'heure que euh, il y a certaines choses, vous avez parlé de la politique qui a été un peu mitigée. Quand vous dites mitigée, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Sans pour autant rentrer dans les détails, puisqu'on aura un autre segment où on aura la possibilité de débattre de tout ça. Mais pour les auditeurs qui nous suivent, afin donc d'avoir le fil conducteur. Mitigé, qu'est-ce qui est réellement mitigé? Bon, vous savez, quand vous avez décidé de partir avec un peu plus fort que vous, il y a dans votre esprit cette volonté de profiter d'une sorte de protection et d'une sorte de force derrière vous pour vous permettre de gagner certaines batailles. Et quand je dis mitigé, c'est de cela que je veux parler. En nous mettant avec le RHDP pour défendre des couleurs lors des élections municipales ou régionales, nous avons espéré pouvoir gagner aussi, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Un parti politique, c'est pour gagner des combats électoraux, c'est pour diriger. Et au-delà donc de ce qui avait été le socle de ce partenariat, le si nécessaire a joué un rôle par endroit et nous avons voulu être donc des occupants des postes de maire ou de président de conseils régionaux à l'issue des élections qui se sont déroulées. Malheureusement, malheureusement, nous avons vu, sinon fait le constat de ce que déjà nous avons perdu les mairies que nous occupions à l'issue de ces élections. Et au final, nous avons perdu plusieurs postes d'adjoints au maire, des postes de vice-président que nous avons espéré avoir à la fin de ces élections. M'en vais vous dire que dans le Haut-Sassandra, par exemple, où il était prévu que nous aurons un vice-président, à la fin des élections, nous n'avons pas pu avoir ce vice-président. Je m'en vais aussi vous dire que dans le Guémont, où nous avons eu un vice-président, mais à la fin, ce vice-président s'est transformé en militant du RHDP. Sinon, il a été recruté en grande pompe par les ministres de la République, donc des partenaires qui viennent pêcher dans le camp de leurs partenaires. Finalement, nous nous sommes dit que nous nous sommes mis dans un bourbier duquel on doit sortir forcément pour pouvoir faire notre marche en tant que parti de l'opposition. Et c'est ce que nous avons décidé de faire lors de ce comité central. Donc, Voilà pourquoi je parle de résultats mitigés. est-ce que vous considérez que vous avez été un peu niqué ou bien c'est un peu le Front populaire ivoirien qui est en perte de vitesse? Non, le Front populaire ivoirien n'est pas en perte de vitesse puisque toutes les stratégies que nous mettons en place, c'est pour arriver au pouvoir. Tout ce que nous avons fait comme démarche, ce sont des démarches pas à pas pour pouvoir atteindre le pouvoir central. Donc, nous ne sommes pas en perte de vitesse, mais nous considérons que nous avons été dupés par moment et c'est le constat amer que nous avons fait. Ne pensez pas, vous, que le Front populaire ivoirien est actuellement en train d'être vidé, j'allais dire, de ses militants à cause de ces crises interminables? On avait vu un peu ce qui s'est passé avec M. Laurent Gbagbo et les autres cadres du Front populaire ivoirien. Mais au vu de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, cher ami, vous n'avez pas l'impression que le Front populaire ivoirien est en train de se vider, ou bien mais déjà vidé de ces militants charismatiques que nous avons vus pendant des décennies? Vous êtes en train de recevoir sur votre plateau aujourd'hui un militant charismatique. À moins que vous me dites que je ne suis pas charismatique, donc apte à être sur le plateau de Jacques Roger, mais vous ne m'avez pas connu hier. Et derrière moi, à côté de moi, il y a cette multitude de jeunes charismatiques qui ont fait leur preuve en tant que militants de base et qui aujourd'hui sont en train de prendre le relais de tous ces charismatiques que vous avez connus durant toutes ces années que vous avez pu voir le FPI sur le chiquet politique. Non, le FPI est en train de se réinventer. Le FPI est en train de rajeunir. C'est ce qui vous fait croire
qu'il peut être en fait de vitesse. Parce que vous avez aujourd'hui en train de voir des visages que vous n'avez pas vus hier, des visages auxquels vous n'êtes pas habitués. Donc, ce sont de nouveaux visages qui sont prêts à combattre jusqu'à prendre le pouvoir d'État. Et c'est ce que je voudrais vous dire. Donc, le FPI est dans sa réinvention, est en train de faire une mue réelle, laisser ses anciennes peaux qui apparemment ne lui servent plus pour apprendre une nouvelle peau pour conquérir le pouvoir d'État. Mais j'ai interviewé l'ancien Premier ministre de la Guinée qui disait une boutade, un chat qui n'attrape pas de souris ne vaut vraiment pas la peine. Je comprends effectivement que le Front populaire ivoirien, il y a une redynamisation, mais pour le moment, les résultats se font quand même un peu attendre. Est-ce qu'aujourd'hui, que vaut réellement, cher ami, le Front populaire ivoirien sur la scène politique en ce moment? Oui, mais à l'heure où nous sommes en train de parler, nous parlons de mue. Et si vous demandez aux journalistes de National Geographic, ils vous diront qu'un serpent qui vient de faire sa mue est très fébrile. Il est très fébrile, il n'est pas dangereux. Mais donnez 2 semaines à ce serpent et revenez pour tester la vivacité de son venin. Je vais vous dire que cette mue est en train de se terminer. Soyez donc patients. Les résultats que vous avez vus hier ne sont pas les résultats de cette jeunesse dynamique. Les résultats que vous verrez demain seront les résultats de cette jeunesse dynamique. Donc, ce nouveau dynamisme du parti politique va forcément engendrer des résultats que vous allez apprécier. Je suis écœuré en même temps que vous des résultats que vous êtes en train de voir aujourd'hui qui ne ressemblent pas au FPI que vous avez connu. Ce FPI de Laurent Gbagbo, ce FPI de Pascal Affi-N'Guessan, de Feu Père à son âme, Sangaré. Non, ce FPI de Simone Gbagbo, mais ça a été aussi un FPI qui a fait un long combat, un long parcours. Le FPI n'avait pas aussi gagné de bons résultats entre 90 et 2000. On n'avait pas plus de 10 députés à l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est une réalité. Mais vous avez vu un FPI présent sur la scène politique. Et c'est ce FPI-là que nous allons vous présenter. Les résultats viendront après. Et le chat sera plus féroce que ce que vous êtes en train de voir maintenant. Bon, comme on le disait aux États-Unis, let's wait and see. Alors, Wait and see. on avait abordé un sujet, on avait commencé à en parler déjà, mais là, nous sommes dans le segment avec le divorce, avec le RHTP. Nous allons être beaucoup plus prolixe pour vous permettre de mieux nous expliquer réellement ce qui se passe. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous l'avez déjà commencé, revenir sur les raisons, j'allais dire, fondamentales qui ont conduit au divorce avec le RHTP. Vous avez parlé, entre autres, des résultats qui n'ont pas du tout suivi, des attentes qui ne sont pas du tout escomptées. De façon générale, définissez, expliquez-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pour aller terre à terre avec vous, le partenariat a été fondé sur la promotion de la réconciliation nationale, la démocratie et la cohésion sociale. Nous avons vu qu'après les élections de 2010, la crise, bien qu'elle n'ait pas été active, a eu son côté passif et qui a plongé chaque Ivoirien dans une sorte de ressentiment. Il y a eu la création de plusieurs commissions de dialogue, vérité et réconciliation qui, ma foi, ont produit des résultats et qui ont fait des recommandations, lesquelles recommandations n'ont pas été véritablement suivies par l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement actuel. Nous avons donc regardé à l'intérieur de ces résultats et nous sommes arrivés à l'élection de 2020. À l'élection de 2020, nous avons vu que la crise pouvait réellement et qu'il suffisait d'une petite étincelle et le feu allait reprendre de plus belle. Nous avons donc jugé nécessaire de nous rapprocher du parti au pouvoir, du gouvernement, du président de la République, afin de pouvoir discuter ensemble et faire la promotion de cette réconciliation qui, pour nous, tarde à venir. Parce que pour nous, faire la réconciliation, c'est quand même régler tous les passifs de la crise de 2010. Faire la réconciliation, c'est régler les passifs de la crise de 2020. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que les passifs n'ont pas été tous réglés et donc il fallait faire encore quelques efforts.
Et parmi ces passifs, il y a la condamnation de Laurent Gbagbo à Abidjan, qui est, lui, déclaré innocent par la Cour pénale internationale. Il y a la question de Charles Blé Goudé, qui est, lui, déclaré innocent par la Cour pénale internationale. Ils sont allés à la CPI à cause non coupable. Non coupable. de Ils ont été déclarés non coupables, mais pas forcément oui. innocents. Voilà. Oh non, ils ont été déclarés non coupables. Je considère donc qu'ils sont innocents. Acceptons de dire les termes tels que, parce que s'ils n'étaient pas innocents, la CPI aurait trouvé quelque chose à dire. Si elle ne l'a pas fait, c'est qu'ils sont innocents, ils sont non coupables, ils reviennent en Côte d'Ivoire et on constate que l'État ivoirien lui-même continue de les poursuivre. Je me dis que dans une crise comme celle connue en 2010, il n'y a que des décisions politiques qui peuvent mettre fin à ces crises. Et donc, le chef de l'État pouvait avoir le courage de pousser le bouchon plus loin en introduisant lui-même une loi d'amnistie et permettre à Laurent Gbagbo et à Charles Blé Goudé de revenir comme des citoyens ivoiriens et de jouir de tous leurs droits en tant que citoyens. Je rappelle que le poursuivi ou le Charles Blé Goudé est jusqu'à aujourd'hui privé de ses comptes bancaires. Il est le seul, apparemment, parmi les hommes politiques de 2010 qui a encore ses comptes gelés avec certains de ses camarades. Tout ça, pour nous, doit participer à des éléments qui doivent alimenter la réconciliation nationale. Malheureusement, en face de nous. Oui. Oui, mais tout ce que vous dites là, nous comprenons, mais certains vous diront que c'est un peu le médecin après la mort. Vous saviez tout cela et vous avez assisté, vous avez accepté de collaborer avec le RHDP. Oui, mais c'est cela la collaboration. La collaboration, oui. Non, la collaboration que nous avons avec le RHDP, c'est justement pour mettre fin à tout ce que je suis en train de dire. Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, sorti de la liste électorale, est un point focal pour nous pour parler de réconciliation. Si on doit mettre fin à la crise de 2010, il faut que ces citoyens retrouvent leurs droits. Pour nous, c'est un point qu'il faut analyser en profondeur et mettre fin définitivement à la crise de 2010, puisque eux restent pratiquement les seules victimes aujourd'hui pour pouvoir parler de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il y a aussi je vous comprends parfaitement, M. Lia, mais vous n'avez pas forcément besoin de faire une petite alliance avec le RHDP pour parler un peu de tout ça. Les autres partis politiques ne l'ont pas fait. Pourquoi vous l'avez fait? Oui, mais les autres partis politiques ne l'ont pas fait. Quel est le résultat? Justement, les autres partis politiques ne l'ont pas fait. Quel est le résultat? Chaque parti politique est sur la scène et chacun de nous fait ses analyses et en fonction des objectifs qu'il veut atteindre. Nous voulons être des promoteurs de la réconciliation nationale. Il n'y a que depuis 2014, le Front populaire ivoirien, c'est ce qui a créé la première crise au Front populaire ivoirien. Se rapprocher du pouvoir, discuter avec le pouvoir et lever toutes les équivoques qui peuvent freiner la réconciliation entre les Ivoiriens. Nous l'avons fait en 2014, nous le poursuivons parce que nous pensons qu'il faut mettre fin à toutes ces crises et partir de plus belle afin de construire une nation. Si vous pensez que cela n'est pas utile, mais pour le Front populaire ivoirien, c'est utile. Si pour les autres partis politiques, parler avec le parti au pouvoir et même signer un partenariat, parce qu'à l'intérieur du partenariat, il y a que nous devons agir ensemble pour faire la promotion de la réconciliation nationale afin que les Ivoiriens se reparlent. Mais justement, c'est parce que le parti au pouvoir n'a pas saisi cette aubaine que nous lui avons donnée. Le parti au pouvoir a préféré jouer seul, a préféré marcher solo. Et c'est pourquoi nous avons mis fin. Parce que pour nous, si la question de la réconciliation nationale n'a pas été résolue, il faut donc qu'on agisse ensemble afin de pouvoir rassurer les Ivoiriens. Mais le parti au pouvoir a préféré jouer seul et donc nous avons préféré mettre fin à ce partenariat qui, pour nous, véritablement n'a plus d'objet. Alors, faisons un peu le point et le bilan, hein, M. Lia. Vous avez signé votre partenariat en 2020 et nous sommes en 2023. Non, en 2000, c'était juste avant les élections, n'est-ce pas? Non, je ne vous suis pas dans votre propos. À quel moment nous avons signé le partenariat pour la réconciliation, la démocratie, la cohésion sociale a été signé le 2 mai 2023 à l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Mais bien avant ça, vous collaboriez avec le RHDP, n'est-ce pas?
Bien avant ça, oui, nous sommes en tant que parti de l'opposition, nous allons collaborer avec tous les partis de Côte d'Ivoire. Pour les élections du... D'accord, ok. C'était pour... D'accord. Maintenant, vous attendez une année pour rompre votre collaboration. En Nous temps, attendons une année pour faire le point d'accord, de ce partenariat que nous avons signé laissez-moi et faire ma en question comme ça. tirer les conclusions. Voilà, d'accord. Vous avez attendu quelques années ou bien quelques mois avant de rompre ce partenariat, mais vous n'allez pas me dire que vous n'avez pratiquement rien gagné. D'aucuns pensent que vous avez obtenu des postes de vice-président, de maire adjoint, et ensuite même de beaucoup d'argent. On avance des sommes de 200 millions, de 300 millions, de 100 millions. Qu'en est-il réellement, M. Lia? Alors, je vais vous rassurer sur certains points. L'objet de ce partenariat n'était pas électoral. Il faut que chacun mette ça dans sa tête et le retienne une fois pour toutes. Il faut que chacun mette ça dans sa tête et le retienne une fois pour toutes. Déjà en 2018, nous étions présidents de région dans le Moronou. Déjà en 2018, on avait autour de 7 vice-présidents dans les régions. Déjà en 2018, nous avions une multitude d'adjoints au maire et de conseillers municipaux et régionaux. Donc déjà en 2018, on avait ces résultats que beaucoup clament aujourd'hui. Non, le FPI n'était pas aussi moribond pour parler comme si c'était avec le partenariat que nous avons pu avoir des postes électifs, ce qui est largement faux. Parce que entre 2018 et 2023, j'étais moi-même conseiller municipal, que je ne suis pas aujourd'hui. Voilà. Entre 2018 et 2023, nous avons des postes d'adjoint au maire à Diokwe, nous avons plusieurs adjoints au maire à Saïwa, à Issia, nous avons des adjoints au maire dans le Moronou, qui est le fief du président du Front populaire ivoirien. Le président lui-même était président de région. Nous avons plusieurs vice-présidents. Donc, ce n'est pas ce partenariat qui a donné le résultat dont vous parlez là actuellement. Ça a été la suite logique de notre pouvoir de 2023, de 2018 à 2023. Et tous ceux qui étaient donc conseillers municipaux, conseillers régionaux, ont été pour la plupart reconduits. Oui. Je n'ai pas été reconduit parce que dans ma zone, dans la circonscription où j'étais, je ne me suis plus représenté là-bas. Mais toutefois, je me suis présenté en tant que sénateur dans la région. Certes, j'ai perdu, mais les résultats ont été quand même plus meilleurs. Maintenant, je dis qu'on ne va pas nous complexer avec des sommes. Non, le FPI n'a pas reçu de l'argent. Le FPI n'a pas reçu de l'argent. Le candidat du FPI, en lice avec un candidat du RHDP, qui devait être le premier vice-président quand la liste gagnait, a participé à la campagne. Le budget de la campagne était au-delà de 700 millions. Vous pouvez le convertir en dollars et vous verrez ce que c'est. Et ce candidat-là a payé une contribution, sinon a versé une contribution de 70 millions au trésorier de la campagne. Si c'est cela donné et 70 millions sur 700 millions, c'est pratiquement 10%, c'est même comme une commission quand vous êtes dans une affaire. Donc, il n'a que versé une commission de 10%, 70 millions sur 700 millions. Ben, je crois que c'est dérisoire et ces sommes-là ne doivent pas complexer et pourrir l'esprit des Ivoiriens et des citoyens du monde qui nous regardent, qui admirent le Front populaire ivoirien, mais qui pensent que avec ce qui se dit autour de cette campagne électorale, le Front populaire ivoirien est en train de jouer gauche. Non, nous jouons droit. Ce sont des candidats qui ont participé à la campagne et c'était de leur droit de le faire. Oui, mais M. Lia, pour ceux qui vous suivent, ils auront certainement du mal un peu à comprendre un peu votre raisonnement. Le Front populaire ivoirien a perdu le pouvoir à cause du RHDP. Vous vous alliez avec celui qui vous a, permettez-moi l'expression, bouté hors du pouvoir. Il y a bien quelque chose que vous espériez. Est-ce que vous l'avez obtenu? Parce que je ne pense pas, monsieur Afi, que j'ai interviewé plusieurs fois, qui est un monsieur qui est très aguerri, qui a une très bonne lecture de la politique, ne va pas rentrer dans une alliance sachant qu'il va
perdre. Qu'avez-vous réellement gagné et que vous ne dites pas aux Ivoiriens? Alors, la fin de ce partenariat est la conséquence de ce que nous n'avons pas gagné, ce que nous sommes allés chercher. Et ce que nous étions allés chercher, c'était des actions de concert avec le RHDP pour parler de la réconciliation, pour la consolider, pour consolider les acquis démocratiques, les promouvoir et assurer aux Ivoiriens la cohésion sociale. Nous n'avons pas vu cela, nous n'avons pas pu obtenir cela avec nos partenaires du RHDP, c'est pourquoi nous l'avons rompu. Vous dites que nous avons fait une alliance avec un parti qui nous a bouté hors du pouvoir. Mais il n'y a mieux placé que le parti au pouvoir qui nous en a arraché la gestion, avec qui nous pouvons parler que le RHDP. Nous ne pouvons pas parler avec le PDCI, parler avec le PPACI, parler avec EDS ou parler avec l'UDPCI. Nous ne pouvons que parler avec le RHDP pour obtenir et garantir aux Ivoiriens que les élections, quoi qu'elles soient, peuvent être des élections apaisées. D'accord. Vous avez vu que toute une année, pendant les élections locales, régionales et municipales, au nom de ce partenariat, il y a eu moins de violence. Mais c'était ce à quoi nous voulons arriver. Et nous pensons que ça a été un beau geste. En tout cas, pour ceux qui savent observer la scène politique ivoirienne, ils savent que toutes les élections ont été émaillées de violence. C'était ce que nous recherchions. C'était ce que nous recherchions et nous pensons que ça a été quand même un acquis. Mais nous avons espéré aller plus loin en déjà traçant le sillon pour arriver à des élections présidentielles plus apaisées. Parce que vous vous rappelez 2020, qui a été plus ou moins la réplique de 2010. Nous ne voulons pas que ce soit une réplique en 2025. Alors, M. Lia, comment cette rupture a-t-elle affecté la région d'Abidjan-Lagune dont vous êtes responsable? Alors, il faut dire que je viens en remplacement à l'ancien secrétaire général. J'étais déjà vice-président, ce n'est pas un poste nouveau pour moi. Ce qui est nouveau pour moi, c'est le porte-parole. Je viens donc remplacer le secrétaire général qui avait à charge cette région politique et qui a été démis de ses fonctions par le président après donc une action de subversion que nous avons jugée trop défiante à l'autorité qu'il avait nommé secrétaire général. Et donc, le président a pris ses responsabilités. Il a déjà démis de ses fonctions de secrétaire général et aussi démis de ses fonctions de chargé de la région d'Abidjan-Lagune. Donc, j'arrive là en remplacement de ce camarade et nous espérons que nous allons remettre le train sur les rails et poursuivre notre combat pour arriver au pouvoir d'État en 2025. Nous sommes dans un parti, vous aviez dit tout à l'heure, c'est un parti démocratique. Hein. Il y a certaines personnes, certains cadres de vos partis qui n'ont pas du tout digéré un peu la rupture avec le RHDP. Ils ont pratiquement été sanctionnés, certains ont été donc limogés donc, de leur poste de responsabilité. Hein. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Ivoiriens réellement ce qui se passe? Alors, ce n'est pas pour ce qu'ils ont été contre la rupture avec le RHDP qu'ils ont été limogés. Non, le Front populaire ivoirien est un parti hautement démocratique qui ne Oui, peut pas. sans langue de bois, M. Lia. Sans langue de bois, Oui, M. je suis en train de. Vous avez demandé que j'éclaire les lanternes de vos auditeurs. Alors, je Exact. vais éclairer les lanternes de vos auditeurs. Nous acceptons à l'intérieur de notre parti politique la divergence des opinions. Est-ce que Oui, nous entendons. vous me Allez-y. suivez? Nous suivons. Alors, voilà, comme j'ai perdu l'image, ce que je voulais dire, c'est que nous acceptons la divergence des opinions au sein du Front populaire ivoirien. Nous acceptons toutes les divergences. Et donc, ce n'est pas pour ce que nos camarades pensent qu'il faut continuer le partenariat qu'on les a démis de leurs fonctions. Non, c'est pour ce qu'ils sont allés contre les décisions d'une instance de décision qui est le comité central, qui est une instance de décision à part le Congrès, que
ils ont été démis. À partir du moment où le comité central s'est prononcé sur la caducité du partenariat avec le RHDP et a recommandé la rupture, tous les militants, aussi démocrates soient-ils, doivent suivre la ligne qui a été imposée par l'instance avant le Congrès. Et cette instance a décidé que le partenariat soit rompu. Il s'est trouvé que des camarades disent que non, nous avons toujours respecté les décisions de cette instance, mais aujourd'hui, on ne veut plus respecter ça. À partir de ce moment, c'est une rupture qu'eux-mêmes créent. C'est une rébellion qu'ils créent. Et toute rébellion, en vérité, doit être matée. Et cette rébellion a été matée, ils ont été démis. Que donc vous acceptez, puisque c'est ce qui est le fait réel. Nous disons, c'est vrai, des individus peuvent avoir profité de ce partenariat pour se repositionner sur la scène sociale, je ne dis même pas la scène politique, parce que certains ont vu leurs conditions sociales se rajeunir. Oui, cela est vrai, mais ce n'est pas l'objet que poursuit le Front populaire ivoirien. Ce que poursuit le Front populaire ivoirien, c'est que tous les Ivoiriens profitent des acquis et non des individus qui profitent de quelques acquis. Vous voyez, quand on arrive là, il faut faire le choix. Et ce que le choix que le Front populaire a fait, c'est de faire de sorte à ce que les Ivoiriens profitent dans leur majorité de notre lutte politique. Et ce que nous poursuivions, c'était qu'on arrive à garantir aux Ivoiriens des élections paisibles. Non au parti avoir des dividendes avec le RHDP. On n'a pas poursuivi les dividendes avec le RHDP. Et donc, ça ne justifie plus. Ils demeurent toujours militants du Front populaire ivoirien, je suppose. Oui, ils l'ont dit. Et ils l'ont dit eux-mêmes, ils demeurent des militants du Front populaire ivoirien. Et vous voyez qu'à l'issue, il y a quelques jours, à l'issue d'une conférence de presse, l'ancien secrétaire général a annoncé la création d'un courant au sein du parti politique, ce qui est admis, et nous l'encourageons à faire sa campagne pour que ce courant soit majoritaire, afin que la discussion ait lieu dans les instances qui ont été prescrites par les tests du parti et que celui qui a la majorité puisse être suivi. Ce que nous ne voulons pas tolérer, c'est la désobéissance. La désobéissance aux recommandations de nos instances. Et c'est ce qui n'a pas été toléré par le président. Sinon, ils sont libres, ils sont aujourd'hui militants de base, ils ont accepté de créer un courant. Nous les attendons dans les instances pour pouvoir discuter et leur permettre de convaincre le maximum de militants afin de nous amener, comme ils l'ont souhaité, à poursuivre le partenariat avec le RHDP. Sinon, ce partenariat est rompu. Toutefois, et je m'en vais vous le dire, nous restons ouverts. Toutefois, nous restons ouverts. Restons ouverts. Ainsi va la démocratie. Alors, parlons maintenant du rapprochement avec le PPACI. D'abord, revenons un tout petit peu. Pourquoi il y a eu d'abord la division? Pour ceux qui nous suivent, avant que nous ne continuions un peu de devant. La division. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi il y a eu une division? Alors ce que nous disons toujours à ceux qui nous écoutent et qui veulent savoir pourquoi il y a eu division, ben, il y a eu division parce que le président Laurent Gbagbo, en prison à La Haye, ne pouvait pas être président du FPI. Et je m'avais dit que le président Pascal Affi-N'Guessan est arrivé à la tête de ce parti depuis déjà 2001. Il en préside la destinée jusqu'à aujourd'hui. Et au sein du Front populaire ivoirien, avant de faire avant d'être sinon pour être président, il faut participer au congrès. Vous voyez, des informations sont arrivées. Il y a eu un moment, oui, Laurent Gbagbo dit qu'il veut être candidat, il dit qu'il veut appuyer à arracher le pouvoir, à arracher le parti à Laurent Gbagbo. Des choses fausses ont créé le fossé entre Laurent Gbagbo et son compagnon d'hier. Je rappelle que avant même d'être président du FPI, le président Pascal Affi-N'Guessan a été directeur de cabinet de Laurent Gbagbo. Donc, ce sont des gens très proches, très, très proches, qui, à un moment donné, se sont laissés tous deux
envahi par des propos malsains de quelques camarades qui étaient en train de lutter pour leurs propres intérêts. Et c'est ce qui a créé le fossé. Laurent Gbagbo, sorti de prison, a eu la visite de Pascal Affi-N'Guessan, avec qui il devait préparer un congrès unitaire. J'ai participé à quelques travaux de ce congrès avant qu'il n'y ait eu une rupture aussi, créée par le camarade Assoa Adou, qui ne jugeait plus utile que nous préparions un congrès unitaire, lequel congrès, nous, en tant que Front populaire ivoirien, donc dirigeants du Front populaire ivoirien, nous avons proposé que Laurent Gbagbo soit le candidat unique et qu'il soit suppléé à la suite par Pascal Affi-N'Guessan, qui en serait le vice-président, parce que nous sortons d'une crise, il fallait donc trouver des solutions de crise. Nos camarades ont refusé tout ceci, et voilà, ce qui est arrivé, c'est que le Front populaire ivoirien est parti de son côté, Laurent Gbagbo est parti de son côté avec les camarades qui étaient sur le territoire avec nous. Ils ont créé le PPACI. Ben, nous pensons que cela participe à la promotion de la démocratie, à l'avancée de la démocratie, et donc nous faisons notre chemin et nous sommes en train de rechercher, comme vous pouvez le savoir, le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État. Alors, réellement, donc la question que je m'en vais vous poser, quelle est donc la nature des relations actuelles entre le FPI et le PPACI? J'allais dire que c'était des relations très tendues jusqu'à ce que nous recevions, sinon le président Pascal Affi-N'Guessan reçoive la visite du camarade Danon Djedje après l'appel de Benoît qui a été lancé par le président Laurent Gbagbo le 9 août 2024. Nous pensons que cette visite a détendu plus ou moins l'atmosphère et a apporté un peu d'eau au moulin de la réconciliation entre ces deux partis, entre ces deux factions issues du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les relations sont telles que chacun est dans son parti. Nous avons reçu la visite de Danon Djedje, nous l'avons salué. Pour le moment, nous sommes à ce niveau. À ce niveau. Alors, est-ce qu'il y a-t-il donc, bon, je comprends, mais laissez-moi anticiper, hein, y a-t-il des possibilités donc d'alliance électorale en vue, ou bien pourquoi pas même de fusion avant donc les élections 2025? Mais je vous avais dit tout à l'heure que le Front populaire ivoirien reste ouvert. Il reste ouvert dans ce qu'il a appelé sa marche pour satisfaire les Ivoiriens au nom de la Renaissance. Si un parti politique juge utile que nous pouvons nous mettre ensemble pour gagner et permettre aux Ivoiriens de mieux vivre, nous ne voyons pas pourquoi nous ne le ferons pas. Qu'il soit le PPACI et même le RHDP ou même je ne sais pas, n'importe quel parti politique qui voudrait qu'on travaille ensemble, d'abord dans l'intérêt du Front populaire ivoirien et dans l'intérêt des Ivoiriens, nous sommes ouverts. Il n'y a pas d'obstacle pour nous. Pour nous, on ne met pas de barrière entre nous et les partis politiques, et les autres partis politiques. Donc, le PPACI est bienvenu tant que nous pensons que nous pouvons agir de concert dans notre intérêt et dans l'intérêt des Ivoiriens. Alors, revenons avant donc de revenir donc au prochain donc, segment. On avait à un moment donné parlé de l'enveloppe et de son contenant. Certaines personnes disent que M. Affi est parti avec l'enveloppe vide. Au vu des résultats que nous avions vus, législatives, sénatoriales et autres, hein, le Front populaire ivoirien n'a pas plus d'un député ou bien deux députés sur 96 que vous aviez déjà en 2000. Est-ce que ceux qui disent que réellement M. Affi allait avec l'enveloppe sans le contenant n'ont pas eu un peu raison? Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure que le serpent, quand il fait sa mue, c'est un serpent vulnérable. C'est un serpent vulnérable quand il fait sa mue. Le FPI, entre 2014 et 2021, était dans une crise. À partir de 2021, avec la création du PPACI, c'est un nouveau FPI. Un parti en renaissance ne pouvait pas être puissant pour avoir des résultats tels que vous l'espériez. Et donc, pour nous, c'est même un exploit que d'avoir eu 2 députés avec cette crise qui a duré près de 10 ans au sein d'un même parti politique. C'est même un exploit que nous saluons.
Et nous pensons que c'est ce qui nous encourage à aller encore plus loin pour obtenir des résultats plus probants dans les années à venir. Considérez que nous sommes dans une situation où nous faisons notre mieux, où nous nous réinventons pour mieux nous jeter sur l'arène politique. Le seul visage, le plus grand visage que vous voyez aujourd'hui au sein du Front populaire ivoirien, c'est bien le président Pascal Affi N'Guessan. C'est vrai qu'il y a avec lui des anciens qui sont là, mais le visage que vous avez eu l'habitude de voir, c'est le président Pascal Affi N'Guessan. À côté de lui, vous verrez plusieurs autres jeunes cadres qui, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sont des loups, des jeunes loups aux dents bien longues. Wait and see then, deuxième fois. Alors, revenons donc au quatrième segment, le congrès du Front populaire ivoirien et puis l'appel au l'accord donc de Beaunois. Disons, quels sont donc, j'allais dire, les grands thèmes et les sujets à débattre lors donc, de votre prochain congrès du Front populaire ivoirien? Et ça sera quand exactement? Ça sera un congrès électif? Alors, ce sera un congrès électif qui va voir le changement de toutes les têtes des différentes structures spécialisées, l'organisation des femmes, la jeunesse du Front populaire ivoirien et puis, bien entendu, le président du parti. Donc, ce sera un congrès électif. Il aura lieu à Yamoussoukro le 8 et le 9 novembre à la grande salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les thèmes qui seront débattus, c'est la projection sur l'élection de 2025 et aussi l'attitude à tenir face aux différentes alliances possibles, s'il le faut, avec les quelques partis qu'on aura choisis qui répondront à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux objectifs que nous nous assignons. Nous sommes alors partis pour encore un autre mandat du camarade Affi N'Guessan. Ça fait plus de 2 décennies qu'il a la tête du Front populaire ivoirien. Est-ce que M. Affi ne devient pas un petit roi au Front populaire ivoirien? Non, ce n'est pas une question de roi. Ce n'est pas une question de roi. Vous voyez, même si le président Laurent Gbagbo, qui en a été fondateur du Front populaire ivoirien, était là, il ne serait pas parti tant qu'il n'y ait pas eu d'exigence interne. Comprenez-moi que au sein du Front populaire ivoirien, il n'y a pas d'article qui stipule la limitation des mandats. Et donc, tant qu'un individu est dans la propriété de ses forces, de ses moyens intellectuels et physiques, il peut toujours faire acte de candidature. Quitte à l'ensemble des militants de dire que nous sommes arrivés à un moment où nous pensons que tu dois partir et voter contre lui. Tant que cela n'est pas fait, il n'y a pas de petit roi. Il n'y a qu'un dirigeant qui doit poursuivre une œuvre, qui a une ambition, qu'il pense pouvoir réaliser à des moments qui sont propices et il se présente. Donc, le candidat Pascal Affi N'Guessan est libre de se présenter. Il est libre comme tous les autres militants du parti. Et d'ailleurs, nous encourageons ceux qui ont ce verbe de parler de petit roi, de longévité à la tête du parti, d'introduire lors de ce congrès des phrases, des mots, des tests pour agrémenter les statuts et règlements intérieurs, faire valoir que désormais, au Front populaire ivoirien, quand on est président, on ne l'est que pour une période bien déterminée. Après cette période, on n'en a plus la faculté ou la capacité. Si ces tests sont validés, ce sera le Congrès qui aura décidé. Et désormais, après cela, le candidat, sinon le président du parti qui aura fait une ou deux, sinon un ou deux quinquennats, n'aura plus la possibilité de se présenter. Mais jusqu'à alors, à l'heure où je suis en train de vous parler, le candidat président actuel du Front populaire ivoirien a la possibilité, l'autorisation de se présenter. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est donc candidat à sa propre succession lors de ce congrès. Et d'ailleurs, en face de lui, il y a un professeur d'université qui était ancien vice-président du Front populaire ivoirien, le professeur Dabo Godé, qui a fait acte de candidature. Et d'après ce que j'ai appris avec les résultats donnés par le comité de contrôle,
ils sont deux candidats qui vont compétir et j'espère que l'autre candidat adversaire viendra avec des idées novatrices pour pouvoir permettre au Front populaire ivoirien d'être un parti plus moderne comme il a eu toujours l'habitude de le dire. 23 ans à la tête d'une structure, oui, c'est assez, mais tant que rien ne vous interdit de le faire, vous pouvez donc poursuivre votre marche. Alors, parlons donc de Bonois. Hein. L'appel de Bonois lancé par M. Laurent Gbagbo et l'accord de Bonois par Mme Simone Gbagbo. Où vous vous trouvez un peu dans tout ça? J'allais dire, oui, où vous vous trouvez dans tout ça? Nous nous trouvons dans l'opposition. Nous nous trouvons dans l'opposition. Nous sommes un parti d'opposition, nous ne sommes pas un appendice. Non, mais nous ne sommes pas un appendice d'un parti politique. Il faut que vous le sachiez. Donc, nous ne sommes pas obligés de participer à un appel de Bonois ou à une signature de Bonois. D'ailleurs, je m'en vais vous dire que la signature de Bonois organisée par Mme Simone Gbagbo a vu notre participation dans les travaux. Nous avons participé à toutes les étapes des travaux, mais nous n'avons pas apposé notre signature. Parce que nous ne pouvons pas apposer notre signature tant que nous n'avons pas eu l'aval du Congrès, qui est l'instance suprême de décision dans la marche de notre parti politique. Ne soyez donc pas surpris que nous n'ayons fait aucune réponse à ces différents appels de Bonois et à ces signatures de Bonois. Toutefois, je vous appellerai à un peu plus de patience. Nous sommes à 1 mois de notre congrès. Après cela, vous serez la marche ou la démarche du Front populaire ivoirien. Puisque vous parlez donc de congrès, je ne sais pas si c'est un peu trop tôt. Hein. Quel est donc le projet politique que vous porterez, hein, que vous portez, hein, j'allais dire, pour les prochaines élections? La renaissance de la Côte d'Ivoire. La renaissance de la Côte d'Ivoire. La renaissance de la Côte d'Ivoire, qui a plusieurs piliers que nous allons vous décliner après le congrès. Alors, revenons donc aux élections présidentielles en 2025. Le Front populaire ivoirien est-il prêt pour les élections présidentielles en 2025? Nous sommes en train de nous apprêter pour les élections de 2025. C'est-à-dire? Toutefois, et vous avez pu le constater, tous les partis politiques, aucun parti politique ne dira aujourd'hui qu'il est déjà prêt. Nous sommes en train de nous apprêter. À quelques mois des élections, je vous ferai signe pour vous dire, alors, cher ami Jacques, nous sommes prêts. Alors, avant d'arriver à ces quelques mois, retenez que nous sommes en train de nous apprêter. Je disais, avant d'arriver à ces quelques mois, quelle stratégie prévoyez-vous, hein, pour mobiliser donc les militants à conquérir donc la base électorale, j'allais dire les bases électorales perdues, et surtout pour aller aussi au Congrès? Oui, mais nous avons nos canaux habituels de communication. Nous avons plusieurs vice-présidents dans les régions. Chacun a reçu l'instruction d'aujourd'hui de faire du corps à corps, de se rapprocher des militants, de se rapprocher des sceptiques d'hier, de parler avec les populations. Nous sommes dans une opération de charme pour les élections de 2020, mais de remobilisation des militants pour le Congrès. Chaque militant aujourd'hui sait qu'il doit être au Congrès. L'information est donnée, c'est un mot d'ordre auquel doit obéir tout militant du Front populaire ivoirien. Il n'y a pas d'autre mécanisme. Il n'y a pas d'autre mécanisme. C'est toujours ce que nous avons eu comme process: informer, sensibiliser, remobiliser. Alors, dans ces conditions, quelle est donc la position du Front populaire ivoirien, hein, concernant, j'allais dire, les éventuels candidats, y compris, j'allais dire, la potentielle quatrième candidature, hein, donc de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous étiez déjà contre le troisième mandat, puisque vous êtes retrouvé au niveau donc, du front, j'ai oublié le front avec M. Henri Konabédié et autres. Et le quatrième la désobéissance civile. Voilà. Et le quatrième mandat, êtes-vous contre ce quatrième mandat? Et que feriez-vous pour empêcher M. Ouattara d'aller à un quatrième mandat? Vous savez, le Front populaire ivoirien est un parti démocratique qui respecte les tests tant qu'ils doivent obliger tous les Ivoiriens à avoir une démarche commune. Alassane Ouattara a fait un troisième mandat que nous avons contesté, mais qui visiblement peut conduire à un quatrième. Et aujourd'hui, la référence, c'est que nous sommes dans une troisième république. Donc, un premier mandat de la troisième république. Nous n'allons pas faire
quelque chose qui puisse empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. Nous allons appeler les Ivoiriens à bien le sanctionner dans les urnes. S'il advenait qu'il acceptait d'être candidat de son parti pour ce 4e mandat. Vous voyez, on ne peut pas commettre les mêmes erreurs 2 fois. En 2020, nous avons appelé à la désobéissance civile. Nous avons appelé, oui. Vous parlez donc de battre M. Ouattara dans les urnes. Avez-vous confiance au fichier électoral et puis à la CEI actuelle? Il ne s'agit pas d'avoir confiance à la CEI et au fichier électoral. De toutes les façons, le Front populaire ivoirien a sa position sur la CEI actuelle et le fichier électoral. D'ailleurs, nous allons avec les autres partis politiques et c'est pourquoi je dis que nous avons participé aux travaux avec la signature de Benoît que vous avez signifié tout à l'heure. Cette signature stipule qu'il faut revoir le processus électoral en Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord avec ça. Nous sommes d'accord que cette CEI soit dissoute. Nous sommes d'accord que la liste électorale soit auditée en profondeur afin que ce soit une liste électorale consensuelle qui puisse nous permettre d'aller à des élections paisibles. Nous sommes donc contre le fait que cette CEI reste en l'état, que le découpage électoral reste en l'état pour participer à une élection en 2025. Mais je dis, soyez patients. Nous avons un congrès. Nous appelons nos militants à participer à ce congrès. Et après ce congrès, vous saurez la démarche du Front populaire ivoirien. Retenez que nous sommes contre cette CEI. Retenez que nous allons demander à sa dissolution. Retenez aussi que nous allons demander l'audit de la liste électorale actuelle. Pour le moment, je préfère m'arrêter à ces quelques points jusqu'à ce que nous finissions avec le congrès. D'accord. Avant donc d'avoir votre mot de l'espoir et puis votre conclusion, hein, Monsieur Robert Bourgi, c'est tellement que vous connaissez très bien, très ami à Monsieur Laurent Gbagbo, hein, lors d'une interview sur France 24, revient encore sur les élections donc, de 2010 en disant que Laurent Gbagbo a gagné donc, ces élections. Et ensuite, en insistant que M. Laurent Gbagbo aurait remis près donc, de 3 millions donc, de dollars à M. Chirac pour sa campagne. Alors, selon vous, est-ce que ce débat encore est-il opportun? Et selon vous, pourquoi maintenant, à votre avis? Alors, je pense que c'est le médecin après la mort. C'est le médecin après la mort et visiblement, je vois dans cette sortie de Bourgi la mauvaise foi de la France. La mauvaise foi de la France à tenir les États africains comme ses valets qu'elle doit exploiter, traire et pour son évolution. Non, Laurent Bourgi ne fait pas du bien à la Côte d'Ivoire en faisant cette sortie actuellement. Il vient donc alimenter les ressentiments qui existaient déjà et tenter de faire naître en Côte d'Ivoire une autre crise. C'est mon analyse et je pense qu'elle est inopportune. Il ne devait même pas la faire. Ce qu'il gagnerait à faire, c'est de se taire. Merci beaucoup. Ce qu'il gagnerait, c'est de se taire. Sans commentaire. Alors, Monsieur Lia, j'en conviens avec vous, Monsieur Afin-Descend des Nécreux, vous avoir aujourd'hui et puis défendre la position du Front populaire ivoirien, c'est un véritable régal. Faites-vous connaître très souvent et puis participer au débat afin donc d'éclairer la position donc de votre parti. Avant de vous laisser partir, merci bien d'accord. Avant de vous faire partir, quel est votre message aux militants du Front populaire ivoirien, aux Ivoiriens en général, à l'approche des élections 2025? Alors, ce que je pourrais dire aujourd'hui aux militants du Front populaire ivoirien, c'est de se mobiliser comme un seul homme pour participer au congrès qui aura lieu à Yamoussoukro le 8 et le 9 novembre prochain. Aux Ivoiriens, je leur demande de croire à nouveau au Front populaire ivoirien parce qu'avec le Front populaire ivoirien, ils connaîtront véritablement la renaissance de la Côte d'Ivoire. Je dis merci à votre chaîne de m'avoir invité et je vous dis que je reste disponible toutefois que vous aurez besoin du Front populaire ivoirien. Merci beaucoup, M. Nian, et surtout portez-vous bien. Bien de choses à M. Afin-Descend, qui avait promis être mon invité, mais il est porté disparu. Hein, voilà. il sera là bientôt. Il sera là bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Merci, merci Roger.